Bon, on va faire rapidement à deux un petit point sur la prise en charge actuelle en 2018 dans l'IHU et puis quel est l'apport de l'IHU. Très rapidement, quelques rappels épidémiologiques. Vous savez que, bon an, mal an, malheureusement, à peu près 6 000 personnes continuent à se contaminer chaque année par le virus du sida. Vous voyez que les chiffres sont à peu près stables depuis la fin des années 2000. Ce qui évolue un peu, c'est le facteur de risque des personnes qui sont nouvellement dépistées. Vous voyez qu'il y a une diminution assez conséquente du pourcentage des hétérosexuels et en miroir, une augmentation du nombre des patients contaminés par relation homosexuelle. Vous voyez qu'en ce qui concerne le facteur de risque toxicomanie intraveineuse, enfin les toxicomanies classiques, je dirais, ben, ça n'existe quasiment plus. Ceci, c'est l'âge des personnes nouvellement contaminées. Vous voyez que cet âge diminue avec le temps. Non, augmente avec le temps, pardon, excusez-moi, c'est le contraire. Mais vous voyez quand même que dans l'ensemble, ce sont des gens relativement jeunes, avec une immense majorité de patients qui ont moins de 50 ans. Et il y a aussi une petite proportion, je ne trouve pas la flèche, mais bon, peu importe, au milieu, de personnes qui sont extrêmement jeunes, à moins de 25 ans. Alors, sur les 65 personnes qu'on a dépistées pris en charge à l'IHU en 2017, on est tout à fait cohérent, avec un âge médian de 50 ans, 2 fois plus d'hommes que de femmes, 3 qui étaient co-infectés, et on voit que le mode de contamination à 44% homosexuels, à 20% hétérosexuels, des inconnus parce que c'est les premiers contacts avec le patient, on n'a pas forcément l'information à ce moment-là, et les patients qui sont nouvellement contaminés sont au stade A, en général, sont peu avancés. Actuellement, donc, on a 2075 patients dans la file active de l'IHU, 2 tiers d'hommes, 1 tiers de femmes. Et ce qui est intéressant, c'est l'âge qui évolue quand même pas mal, puisque actuellement, on a 52% de nos patients qui ont plus de 50 ans, 15% qui ont plus de 60 ans, et seulement 17% qui ont moins de 40 ans. Les modes de contamination de l'ensemble de la file active de l'IHU, on a encore 42% hétérosexuels, 22% toxicomanes et 23% homo-ébisexuels. Sachant qu'en France, sur l'ensemble de la France, c'est un peu différent. Et selon l'ancienneté de suivi, on voit la diminution énorme des usages de drogue, il n'y en a quasiment plus. On voit la stabilité à peu près des hétérosexuels et de l'augmentation des homosexuels. Oui, sinon. Donc, les objectifs de NUSIDA, c'est 90%, de 90%. Donc, entre l'infection, les diagnostics, le traitement et l'efficacité. Nous, actuellement, on a 98% de nos patients qui sont traités. Je passe sur les non traités. 92% de nos patients traités ont une charge virale indétectable et 70% des patients ont des T4 supérieurs à 500. Et entre 50 et 500, on finit par être un peu plus. Et 33% des patients, on récupère un rapport CD4 CD8 supérieur à 1. L'ensemble de la file active, il y en a 534 patients au stade SIDA, c'est-à-dire un quart en gros de la population. Ces patients au stade SIDA vont très bien, ils ont 50 ans d'âge médian, il y a 2 fois plus d'hommes que de femmes, ils sont suivis depuis 20 ans, ils ont 13 ans de stade SIDA, ils ont à 85% une charge virale indétectable, à 52% et T4 supérieur à 500. Bon, ils vont quand même pas si mal que ça malgré l'ancienneté du stade SIDA et de la déclaration. Alors, les traitements hautement efficaces ont permis une amélioration de l'espérance de vie des patients infectés par le VIH. Et sur ce schéma, vous avez dans différents pays le gain d'espérance de vie des personnes infectées par le VIH par rapport à la population générale. Et vous voyez par exemple au Canada, entre le début des années 2000 et la fin des années 2000, il y a une augmentation drastique de cette espérance de vie qui est supérieure à 80% de l'espérance de vie d'une personne non infectée par le VIH. Donc c'est le cas à peu près dans tous les pays développés. Malheureusement, c'est loin d'être encore le cas en Afrique subsaharienne. Vous voyez particulièrement en Afrique du Sud, c'est assez désastreux. Alors,
Les causes de mort des personnes infectées par le VIH, elles ont évolué avec le temps. Là, c'est l'enquête mortalité dans la population française avec 3 points, 2000, 2005, 2010. Et quand on regarde les barres orange, c'est-à-dire le point en 2010, vous voyez qu'il y a une baisse importante de la mortalité par sida au profit de la mortalité par les cancers qui ne sont pas liés au sida, qui ne sont pas liés aux hépatites chroniques. On voit qu'il y a encore une part importante de mortalité liée aux maladies du foie, même si c'est en petite régression. Par contre, la mortalité par maladie cardiovasculaire est en progression, ainsi que la mortalité par des infections qui ne définissent pas le sida. Pour ce qui concerne la mortalité par cancer, ça vous a déjà été dit, celui qui a le pompon, c'est les cancers bronchopulmonaires qui ne définissent pas le sida. En deuxième position, on a les lymphomes, encore les lymphomes. Ensuite les CHC, ensuite vous voyez digestif, ORL, anal, urogénital, maladie de Kaposi, qu'on a l'impression aussi de voir réémerger. J'aimerais bien que si vous avez 5 minutes, on en parle après. Alors, comme vous l'a dit Hervé, la population est vieillissante et développe de plus en plus de comorbidités. Ceci, ce sont les données de la cohorte Aquitaine qui a donc évalué les comorbidités entre 2004 et 2014. Et on voit que ces comorbidités augmentent de façon importante. En particulier en ce qui concerne l'hypertension artérielle et les dyslipidémies. Mais les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales chroniques, le diabète, les co-infections par les virus des hépatites, bien sûr les cancers, l'obésité et l'alcool augmentent. En 10 ans, on est toujours aussi mauvais en termes de sevrage tabagique. Ceci montre que les scores de risque cardiovasculaire ont augmenté aussi de façon considérable en 10 ans, avec une proportion de patients avec un risque cardiovasculaire élevé à plus que doublé en 10 ans. Alors, la situation actuelle dans cette population VIH vieillissante, donc sous l'action des traitements antiviraux prolongés, sous l'action de l'infection prolongée et sous l'action de comportements délétères, je pense en particulier au tabagisme et à l'alcool. Donc on se retrouve avec un certain nombre de comorbidités, maladies rénales, cardiovasculaires et métaboliques, cancer. Le rôle des hépatites n'est toujours pas négligeable, même si le virus est guéri maintenant dans la plupart des cas, des maladies pulmonaires et puis des troubles psychiques. Et donc tout ceci aboutit à une multimorbidité, à une altération des fonctions physiques et cognitives, à une fragilité. Les indices de fragilité sont plus élevés dans notre population VIH par rapport à la population générale, et ces facteurs de fragilité apparaissent également plus tôt. Et puis aussi, il y a tous les problèmes liés à la polymédication qui a un impact délétère sur la santé de nos patients. Donc vous voyez l'infection par le VIH, prendre quelqu'un en charge pour le VIH, c'est pas seulement régler ces problèmes de virus. Vous avez vu après les chiffres que Hervé vous a donné que finalement la plupart des gens sont contrôlés, les gens en échappement thérapeutique sont devenus extrêmement rares, heureusement. Mais on a maintenant à gérer toute une kyrielle de comorbidités cancéreuses ou non cancéreuses. Moi, j'appelle ça des patients puzzles. C'est vrai que quand vous recevez certains patients, mais vous ne savez plus du tout par quel bout les prendre, tellement ils cumulent les pathologies. Et puis, donc, il y a des problématiques qui sont liées à l'âge plus jeune des patients. C'est pas évident d'intégrer dans une filière de soins quelqu'un qui n'a jamais eu de contact avec l'hôpital, qui débarque avec le VIH à 25 ans, et qui ne s'y attendait pas, et qui est profondément choqué. Donc ça prend du temps de créer du lien pour obtenir une observance thérapeutique. Chez ces patients-là, on a aussi des comportements à risque et qui sont difficiles à prendre en charge, liés à l'usage de substances psychoactives, responsables ou cause de troubles psychiques et de comportements à risque et donc de maladies sexuellement transmissibles.
Vous voyez sur cette diapo qu'il s'agit des patients nouvellement dépistés pour le VIH, et on se rend compte en particulier dans la population HSH que l'existence d'une autre IST associée est en progression très importante. 22% en 2012 et 22% en 2012 et 32% en 2016. Donc, importance du dépistage répété des IST chez les HSH et confirmation de l'importance de dépister le VIH en cas d'IST. Et puis, il y a le problème du chêne sexe. Je n'ai pas trop de données en France, ou peut-être que je ne les ai pas vues. Enfin, cette étude intéressante qui a été faite aux États-Unis, une enquête par Internet en 2014. 400 personnes HSH vivant dans les centres urbains aux États-Unis ont répondu à cette enquête. Et on s'est rendu compte que près de 30% étaient usagers de chemsex et environ 10% de slamsex, c'est-à-dire la même chose que le chemsex, mais par voie intraveineuse, avec tous les dangers qu'implique l'usage de la voie intraveineuse. Et les drogues utilisées sont extrêmement variables. Vous avez la méthamphétamine, GHB, kétamine, méphédrone, voilà, etc. Alors, dans cette prise en charge qui est maintenant un petit peu plus complexe qu'avant, juste suivre sur les patients, qu'est-ce que nous apporte la création de l'IHU? Simplement, déjà, au niveau du soin, on a fait 7000 consultations en 2017, et le reste, avec les consultations d'urgence, l'intégration des jeunes médecins dans la prise en charge du VIH. Il y a 11 places d'hôpital de jour qui ont permis de faire 1380 séances en 2017. Il y a eu 1003 séances d'éducation thérapeutique. Et les 3 services d'hospitalisation de 25 lits nous permettent une hospitalisation très facile de nos patients, ce qui n'était pas le cas avant. Et entre autres, en 2017, il y a eu 154 patients hospitalisés pendant 1428 journées d'hospitalisation. Si on prend l'activité par patient, ça c'est ce que j'avais prévu en groupant Nord et Conception. C'est ce qui s'est passé en 2017. On a perdu quelques patients, certainement ceux qui sont partis de Nord, ils n'ont pas voulu venir jusqu'ici. Il y a eu 7000 consultations, on les voit 3,4 fois par an. Il y a eu 1380 séances d'hôpital de jour, ce qui fait 70% des patients vus au moins une fois en hôpital de jour. Et si on prend l'ensemble des passages des patients, il est prévu de les voir 4,3 fois, on les voit 4,1 fois, à Sud ils sont vus 5,8 fois et à la Pitié 3,7 fois. Et 1100 consultations d'AED. Toujours dans le soin, on a une équipe avec les psychiatres, les psychologues qui nous aident beaucoup, le gynéco, le centre de vaccination à proximité, c'est quelque chose d'extrêmement important qui permet de remettre à jour les statuts vaccinaux de nos patients. Un service social très performant qui nous aide à l'accès aux soins et notamment avec les populations migrantes. L'éducation thérapeutique qui est maintenant extrêmement bien consolidée avec une équipe, toute l'équipe des infirmières de consultation et d'hôpital de jour est formée à l'éducation thérapeutique. Les réunions de concertation pluridisciplinaire qui existent partout et qui sont facilitées au niveau de l'IHU par la proximité et par l'interaction. On fait 2 fois par mois avec les cliniciens, les virologues, les pharmacologues systématiquement, et puis on rajoute les immunos, les hématos, les pathologues, les néphros à la demande, et puis la RCP en co-VIH national sur laquelle on fait partie, on interagit. Le plateau technique de l'IHU, par sa proximité, les interactions quotidiennes avec les biologistes, c'est extrêmement utile et important, notamment les sérologies, les charges virales, VIH-VHC, le typage lymphocytaire peuvent être faits en 2 heures. Ce n'est pas toujours très utilisé aux consultations parce que c'est pas très simple sur le plan organisationnel, en dehors des primo-infections et des contrôles d'anomalies. C'est très utile pour nous en hôpital de jour parce que les patients ressortent de leur bilan annuel avec le bilan. Le dépistage des IST dont on vient de parler est important. On a monté un kit IST qu'on utilise soit devant des signes évocateurs, soit en systématique dans le bilan annuel chez les HSH et chez les femmes ayant des relations sexuelles, dans les AEV et dans les PrEP. On a plein d'autres kits diagnostiques syndromiques qui nous aident beaucoup, et le laboratoire POC. Alors, quelques exemples. La charge virale en 2 heures, le patient est piqué à H0, à 20 minutes plus tard, le prélèvement a traversé le hall, il arrive à la réception, une demi-heure plus tard, il est dans la machine, et 2 heures plus tard, on a le résultat. Le kit IST, je vous le passe, on cherche tout sur tous les sites. Des exemples de bons de demande de laboratoire POC, plusieurs, notamment les IST, qu'on peut avoir en urgence en 3 heures, les infections respiratoires qu'on peut avoir en 3 heures aussi, etc. Au-delà de l'IHU, il y a le plateau technique et l'offre de soins de l'Altimone de la Conception, toujours proximité et interaction avec les confrères très proches.
Toutes les spécialités nécessaires au suivi, on les a en face ou au pire à la conception. Les autres laboratoires, également, nous permettent une interaction importante. On est également très proche de toute l'équipe recherche et on participe à tous les projets de recherche. La recherche fondamentale, dont on vient de parler tout à l'heure, sur la guérison, sur tous les microbiotes qu'on commence à étudier, et puis des projets de recherche clinique qu'on met en route sur le scanner thoracique, sur la standardisation des bilans en fonction des recommandations, sur la standardisation des premières lignes de traitement, le kit IST qu'on a vu tout à l'heure et les autres kits diagnostiques syndromiques. Donc en pratique, pour nous, cliniciens de VIH, centrés autour du patient, on a la clinique, la biologie, la recherche, qui permettent l'amélioration du suivi, de la recherche clinique et de la recherche fondamentale. Et je crois qu'il y a deux messages, c'est proximité et interaction entre ces trois acteurs principaux. Oui, malheureusement, moi, le point sur lequel je continue à être très critique, qui rejoint ce que vous dites de l'amitié, hein, c'est que le point le plus important, je regrette parce qu'on aurait pu développer avec les gens de Strasbourg, c'est de pouvoir faire des scans de très basse densité de manière annuelle. À la place de ça, on a des radios du thorax pourris ou des scanners avec injection qui sont vidés pour le total. Donc ils ont commencé dans une étude à faire une fois du low dose. Moi je voulais faire de l'ultra low dose en faisant d'ailleurs foie rate et poumon à la fois. On n'a pas pu les faire parce que c'est vrai que le dynamisme radiologique dans cette ville, c'est une catastrophe. Enfin, une vraie catastrophe. Et on se demande, s'il y a même une vraie question de savoir si à l'avenir il ne faudra pas avoir notre propre scanner pour pouvoir faire de l'ultra low dose sans être obligé de passer par les gens qui font du scanner pour toute sorte de raisons. Donc il y a une vraie question là de prise en charge du VIH. Moi je serais très intéressé que les associations s'occupent de ça, parce que quand vous allez faire des scanners avec injection une fois par an ou des radios du thorax qui ne sont pas informatives tous les ans pendant 30 ans, les doses d'irradiation vont devenir monstrueuses. Donc ça a été développé par les Strasbourgeois qui font du cancer du poumon de l'enfant. Donc ils font des scanners tous les 6 mois. Donc c'est eux qui ont commencé à faire de low dose. On peut faire de l'ultra low dose avec des programmes sur les mêmes scanners qu'on a, simplement il faut que les radiologues viennent travailler là-dessus. Et c'est vrai que nous on cale complètement dans la prise en charge, c'est vraiment un truc, j'ai horreur d'échouer dans les choses qu'on essaie de mettre en place, mais pour l'instant un échec total à essayer d'avoir quelque chose qui permette une prise en charge raisonnable sur les urgences, que ce soit là, il faut remplacer la radio du thorax, ça aurait dû entièrement disparaître. Ça a disparu en Corée du Sud depuis 5 ans. C'est inouï que nous, on n'arrive pas à avoir des scanners à basse densité pour pouvoir faire le script de ça. C'est vraiment c'est un échec vraiment très notoire chez nous qui me perturbe beaucoup. Mais pas que pour le VIH, en général. C'est pas pour le VIH, mais c'est pour le VIH que tu as le plus besoin de faire des scanners à répétition. Si tu fais des scanners pulmonaires tous les ans pour les détecter. Pour le cancer du poumon. Pour le cancer du poumon. C'est la publication d'Alain Mackinson, et qui s'est battu même au niveau de l'HAS pour obtenir et qui a jamais. Mackinson, il fait du low dose, pas l'ultra low dose. Non, c'était du low dose. Du low dose, mais même le low dose n'est pas rentré. Moi, je pense qu'il faut faire de l'ultra low dose, mais c'est là que les associations doivent s'en emparer. Et ça a été démontré que ça marchait. Il faut faire maintenant de l'ultra low dose. L'ultra low dose, c'est moins qu'une radio du thorax en termes d'exposition. On peut faire ça tous les ans. Et en plus, si tu fais ça en prenant le foie et la rate, tu as une exploration extraordinaire du patient tous les ans pour des doses d'irradiation qui sont ridicules. Et les gens qui sont le plus soumis aux doses d'irradiation à rechute et qui n'ont pas besoin d'être immunodéprimés, c'est les patients HIV positifs. Hein. Mais ça, il faudrait qu'il y ait ACT UP pour rajouter un peu la Non, c'est le TRT5, le bon interlocuteur. Ah ouais. Allez, aujourd'hui, c'est